Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Exercice démocratique obligé, le grand débat des 11 candidats a-t-il vraiment été utile? Très attendu par les prétendants à l'Elysée, absent de la première confrontation. Il a permis de faire émerger des personnalités sans forcément modifier les intentions de vote des électeurs. On en parle dans un instant. Justice, demandez le programme. On continue de passer au crible les propositions des candidats et on s'intéresse ce soir aux moyens de la justice et à la politique carcérale alors que le Sénat formule 127 préconisations pour redresser une justice qui va mal. Suite de notre série consacrée à la campagne vue du terrain, on ira dans le quartier du Neuhof à Strasbourg où des associations ont lancé un challenge citoyen pour faire baisser le taux d'abstention dans les banlieues. Reportage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition en direct sur Twitter, #présidentielle360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tamtra Nui en direct du Sénat et Nora Hamadi et Cécile Sixou à Strasbourg. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, scène d'horreur en Syrie avec une attaque chimique responsable de la mort d'au moins 72 personnes dont 20 enfants. Le régime de Bachar al-Assad nie toute responsabilité. Un projet de résolution présenté à l'ONU cet après-midi a été jugé inacceptable par Moscou. Jérôme Rabier. Nouvelle tension internationale autour de la question syrienne. Le bombardement au gaz toxique d'une ville du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles soulève, du pape au secrétaire général de l'ONU, des condamnations quasi unanimes. François Hollande souhaite une forte réaction après cette attaque, la plus meurtrière depuis 2013 en Syrie. Il doit y avoir des sanctions qui seront prises par rapport au régime syrien. Parce que depuis longtemps, on dénonce ce régime. Et ceux qui ont des complaisances avec ce régime, aujourd'hui, doivent également rendre des comptes. Une réunion d'urgence a été convoquée à l'ONU, mais la Russie a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne validerait pas une résolution condamnant le régime de Bachar el-Assad. Soutien indéfectible du pouvoir en place à Damas, la Russie explique la présence de produits chimiques par un entrepôt qui aurait été touché par les bombardements. Dans l'enceinte de cet entrepôt se trouvaient des ateliers de fabrication de mines artisanales remplis de substances toxiques. Des combattants rebelles livraient des armes chimiques en Irak depuis cet arsenal. Pas question donc pour Moscou de lâcher son allié. Nouvelle illustration des divisions entre les Occidentaux et la Russie sur ce tragique dossier. Et on en vient à présent à l'analyse et au décryptage du grand débat qui a réuni hier pour la première fois 11 candidats à la présidentielle sur un plateau de télévision. On vient d'ailleurs d'apprendre que France 2 renonce à organiser un second débat. Ce sera donc le seul de cette campagne présidentielle avec la totalité des candidats. Pour en parler, Mickaël Zemmes m'a rejoint. Bonsoir Mickaël, avant de voir avec vous finalement qui est le grand gagnant, mais aussi quels sont les perdants de ce débat. Retour sur les temps forts de cet exercice avec Fabrice Cunet. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Françaises, Français. Il faut retrouver les jours heureux ensemble. Nous irons beaucoup plus loin. Mais alors, comment rassembler les Français? Il y a des batailles sociales à mener. On a besoin d'une transformation profonde. Moi, je m'adresse aux travailleurs. Et voilà en résumé mon plan. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un président exemplaire, c'est un président qui respecte son Premier ministre et qui respecte le gouvernement et qui respecte l'équilibre des pouvoirs prévus par la Constitution. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Ce que vous proposez, c'est la guerre économique. Et nous ne sommes ni la Suisse, ni la Corée du Sud, Madame Le Pen. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois. Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre, justement, les pays d'Europe et Jean Lassalle l'a très bien rappelé, il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Puisque vous proposez d'être demain chef de l'État, eh bien, respectez ceux qui vont mettre en œuvre les politiques pour lesquelles peut-être vous serez élu. Moi, je vous le dis, mais si je vous le dis, les yeux dans les yeux, Monsieur Fillon, moi, j'aime la fonction publique. C'est pour ça que je veux la soutenir. Vous voulez la ruine de notre pays. Non, mais j'aime la fonction publique.
Voilà, pour les moments forts de ce débat, Mickaël, c'était un passage obligé, mais est-ce que ça a vraiment été utile? C'est vrai que la question s'est posée, est-ce que c'est démocratique? Oui, c'était totalement démocratique. Est-ce que c'était historique? Oui, encore une fois, 11 sur un plateau, totalement historique. Utile, il n'y a que les Français qui vont pouvoir en juger. Est-ce que ça a fait bouger les lignes? Peut-être, moi j'ai envie de dire peut-être et oui. Est-ce que les Français en savent plus? Est-ce qu'ils ont été éclairés? Très franchement, 17 minutes par candidat. On n'a pas beaucoup fait de fond, on a fait plus de forme et des phrases assez bien ciselées, comme on a entendu entre Benoît Hamon et François Fillon à l'instant. Mais bon, vous avez eu en tout cas un aperçu de la situation. Vous avez eu un aperçu physique, c'est très important, parce qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir comparer les styles qui sont très personnels. Donc pour certains, le temps de se faire une opinion est très important. Chez les indécis, peut-être eux aussi ont eu le temps de faire leur opinion. Qu'en retenez-vous, Mickaël, sur le plan politique notamment? Moi, ce qui m'a frappé hier soir, c'est que parmi les candidats, 9 sur 11 sont en tout cas contre l'Europe ou voient en l'Europe le mal français. Ils veulent soit sortir, soit renégocier les traités. Ils ont fait de cette élection finalement une sorte de référendum contre l'Europe. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, sur un plan plus tactique, politicien, positionnement. Je vais filer un peu la métaphore tennistique si vous me le permettez. On a eu certains candidats qui se positionnaient un peu sur le jeu de fond court, qui étaient un peu en position d'attente. C'était même assez surprenant de leur part. Vous aviez aussi les adeptes de la montée, des attaquants. Et ça, ceux-là, on les attendait, c'était les petits candidats. Ils avaient besoin de se montrer, de jouer l'attaque. Et à ce petit jeu, il y a 2 gagnants. Philippe Poutou, très clairement, l'un des 2 candidats d'extrême gauche, qui est un peu le porte-parole de ceux qui ont un travail normal, comme il aime à se nommer, combatif. Il a défendu lui aussi les intérêts des ouvriers. On lui doit la première grosse attaque de la soirée. On l'a entendu tout à l'heure. Il n'a pas eu de pudeur de gazelle, comme avait dit Jean-Luc Mélenchon. Il y est allé franchement sur les attaques. Il s'est pris Marine Le Pen d'un côté, François Fillon de l'autre, et il a attaqué. Nous, quand on est convoqués par la police, pas d'immunité ouvrière. Cette petite phrase a fait le tour des réseaux sociaux. Lui nous dit que ce n'était pas préparé. On a tendance à le croire. Si vous vouliez marquer les esprits hier soir, il fallait donc attaquer. C'était le mot d'ordre. L'autre gagnant, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui, pareil, s'en est pris à François Fillon. Il est allé chercher François Fillon, car tactiquement, il a besoin des voix de la droite, des déçus de François Fillon et déçus des affaires, bien évidemment. Et visiblement, ça a fonctionné, parce que dans les sondages, il engrange les points en ce moment. Alors ça, c'était pour les petits candidats, entre guillemets, bien sûr. Qu'en est-il pour les grands, ceux qui avaient le plus à perdre, notamment, Mickaël? Il y avait ceux qui avaient à perdre et ceux qui avaient espéré encore regagner en légitimité, peut-être même à rassurer. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a été jugé le plus convaincant par un sondage. Il a même réussi l'exploit de passer près de Philippe Poutou, de Nathalie Arthaud, presque comme un centriste. Donc, il l'avait dit au début, il était là, je suis prêt pour gouverner. Il fallait donc rassurer. Pour les autres, c'est plutôt mitigé. François Fillon, attaqué sur son bilan, attaqué sur les affaires, il a essayé l'anaphore du président exemplaire. Ça n'a pas soulevé les passions. Marine Le Pen a été plus sur le créneau, elle n'était plus du tout sur ce créneau de la candidate du peuple contre le reste du monde. Il y en avait d'autres à côté d'elle, ceux notamment qui sont contre l'Europe. Du coup, elle était totalement sur la défensive, voire peut-être même un petit peu agressive. Benoît Hamon, lui, a changé d'adversaire. Exit Emmanuel Macron, il s'en est pris à François Fillon, à Marine Le Pen. Peut-être sous la pression d'une partie du Parti socialiste. Du coup, c'était plus très clair pour le jeu de Benoît Hamon. On a cette France désirable dont on a beaucoup entendu parler. Hier soir, c'était totalement absent. Quant aux favoris des sondages, Emmanuel Macron, aucune prise de risque, d'accord avec presque tout le monde. C'est même François Asselineau qui lui a dit « Monsieur Macron, vous êtes d'accord avec tout le monde ?» Rire de l'assistance. Voilà, on a eu ces petites phrases, ces petits moments de gloire pour les uns et pour les autres, ce quart d'heure de Andy Warhol, comme il l'appelait, ce quart d'heure de célébrité pour les uns et pour les autres. Historique, je le disais au début de notre intervention. Pourquoi? Parce que France 2 a donc annulé. Et donc, cette première à 11 candidats sera donc la dernière. Merci beaucoup pour votre analyse, Mickaël, et on reviendra d'ailleurs sur ce débat avec mes invités dans un autre débat à 19h. C'est une nouvelle affaire embarrassante pour le Front National. Selon le Canard enchaîné, le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire portant sur des soupçons d'emploi fictif au sein du groupe FN au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Explication de Fabien Recker. L'enquête a été ouverte en janvier 2016 sur la base d'une lettre anonyme. C'est le groupe Front National au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015 qui est en cause. Marine Le Pen, alors présidente du groupe FN à la région, aurait utilisé des financements régionaux au profit du parti et de la campagne présidentielle de 2012. Les enquêteurs s'interrogent sur le nombre de collaborateurs parlementaires employés par les 18 élus frontistes à la région, 35 en 5 ans, contre seulement 12 pour le groupe PS pourtant majoritaire, ou 8 chez les Républicains.
Également visé par l'enquête, David Racheline, salarié comme assistant de groupe dans le Nord-Pas-de-Calais pendant 3 mois en 2010, alors qu'il est conseiller municipal à Fréjus, puis siège au conseil régional en PACA la même année. Les principaux intéressés dénoncent une manœuvre politique. C'est étonnant de voir que 15 jours avant la présidentielle, on s'occupe d'un dossier d'il y a 7 ans. Ça vous paraît pas étrange, vous? On aurait souhaité mettre sur écoute le directeur de campagne de la première opposante au système, on s'y serait pas pris autrement. Vous êtes sur écoute? Oui, c'est certain. Je pense qu'entre le premier et le deuxième tour, Marine va être accusée par le parquet financier d'avoir volé la Tour Eiffel. Au terme de l'enquête préliminaire, le parquet de Lille décidera ou non d'engager des poursuites. Le Front National est déjà visé par une enquête pour des faits similaires avec ses assistants parlementaires européens. Et on va prendre à présent la direction du Parlement européen à Strasbourg. On retrouve notre journaliste spécialiste des questions européennes, Nora Hamadi. Bonsoir Nora, les députés européens viennent d'adopter une position très ferme pour les négociations du Brexit. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, Delphine, une position très ferme, 516 voix pour, 133 contre et 50 abstentions. C'est par une écrasante majorité que le Parlement européen a adopté une résolution fixant les principes et les lignes rouges du Parlement européen donc sur la question du Brexit. Première priorité, les droits des citoyens européens, ceux qui vivent en Grande-Bretagne, il serait près de 3 millions, et ceux qui vivent dans les 27 pays membres de l'Union. D'autre part, le coût du divorce, ce coût, il est astronomique pour les Britanniques, il s'élèverait à 55 milliards d'euros, un coût que réfutent les Britanniques aujourd'hui et donc qui fera l'objet d'une négociation. Ce coût donc du divorce fera l'objet donc d'une négociation entre Michel Barnier et le ministre chargé du Brexit, et ce sera certainement donc l'une des premières phases de négociation. Enfin, aucun compromis ne sera possible, pas d'Europe à la carte pour les Anglais, c'est une position qu'a voulu extrêmement ferme le Parlement européen. Aucun accès au marché intérieur s'il n'accepte pas les libertés inhérentes à ce marché, la liberté de circulation pour les biens, les services, les personnes et les capitaux, et le Parlement là-dessus est donc sur la même ligne que les États et la Commission. Aucun compromis non plus sur les négociations à venir. Il faudra d'abord régler ce divorce avant de se mettre en ordre de bataille pour les relations futures entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, et pas non plus de possibilité de négociations bilatérales entre certains pays européens et la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en soit, le délai des 2 ans est fixé. À terme, ce sera donc ici, au Parlement européen, de voter sur le futur de ces négociations et sur le texte qui en sortira. Merci beaucoup Nora pour ces explications. On en vient à présent à l'actualité du Sénat avec la présentation d'un rapport sur la psychiatrie des mineurs, le parent pauvre de la médecine en France. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranier avec le sénateur RDSE Michel Amiel, rapporteur de cette mission d'information. Oui, je suis avec Michel Amiel, qui est donc rapporteur de la mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France. Alors Michel Amiel, il y a eu plusieurs rapports sur la question de la psychiatrie en France, mais pas sur celle des mineurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'axer votre réflexion sur ce sujet ? Alors tout d'abord un état des lieux, un constat hélas difficile. La pédopsychiatrie est véritablement sinistrée. C'est vrai que l'état de la psychiatrie en général n'est pas terrible. La psychiatrie a toujours été un petit peu le parent pauvre de la médecine, et je dirais la pédopsychiatrie encore bien davantage. Ma formation de médecin étant très imprégnée de ces questions-là, il y a sans doute été pour beaucoup dans la proposition de faire une mission d'information sur ce sujet au titre de mon groupe RDSE, et donc tout est parti mi-novembre, et nous avons travaillé, je dirais à marche forcée compte tenu du calendrier actuel. Les délais très courts, effectivement. Les délais courts, de façon à boucler cette mission avec un maximum d'auditions et de déplacements sur le terrain. Et finalement, 52 propositions, 3 objectifs principaux, lesquels sont-ils ? Alors, si on part du début, la formation. Nous manquons de pédopsychiatres parce que nous manquons aussi de formateurs, de praticiens universitaires. Donc ça fait partie d'une part importante des propositions. Deuxièmement, la prise en charge depuis la détection, depuis le signalement, depuis la prévention et la prise en charge de façon la plus précoce possible. Et ensuite, axer des recherches dans le sens de l'épidémiologie, dans le sens des neurosciences, dans le sens aussi de la recherche clinique, que ce soit pour les médecins, que ce soit aussi pour les professions paramédicales, comme les infirmiers et les infirmières. Et nous proposons, dans le cadre de la réforme LMD, de créer un Master 2 de spécialité en psychiatrie
pour les infirmiers et infirmières, puisque comme vous savez, cela fait des années maintenant que le diplôme d'infirmier et infirmière psychiatrique n'existe plus. Concrètement, qu'est-ce que ça change de prendre les problèmes psychiques beaucoup plus tôt, dès l'enfance? Alors, déjà, ça change tout en termes de pronostic, c'est-à-dire les chances de meilleurs soins, voire effectivement de guérison restent entières. Les troubles psychopathologiques dans l'enfance, dans l'adolescence, un enfant, un ado, c'est pas un adulte en miniature, c'est un être humain en devenir. Donc la prise en charge précoce permet d'espérer des résultats bien meilleurs que si on attend trop. Et pour cela, il faut des moyens de prise en charge précoce. Je rappelle que par exemple les centres médico-psychologiques, les fameux CMP, demandent des délais de plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois, pour la première consultation. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit le groupe communiste, qui a estimé que le rapport de la mission d'information n'allait pas assez loin, ne répondait pas suffisamment aux cris d'alarme et qui a cité notamment le professeur David Cohen qui a dit que la pédopsychiatrie en France, c'était le tiers-monde? Oui, alors... Après, au-delà des formules, il y a un constat, effectivement, comme je l'ai dit, d'un état plus que préoccupant de la situation de la pédopsychiatrie. Après, moi, si vous voulez, je me suis positionné surtout en termes de réalisme, en termes de pragmatisme. Pousser un cri d'alarme, c'est bien. Faire des propositions qui pourraient être mises en place rapidement me paraît mieux que tomber dans une espèce, passez-moi l'expression, je ne veux pas polémiquer, d'incantation sur le sujet. Très rapidement, faut-il une loi sur ce sujet, sur la pédopsychiatrie pour vous? Alors, c'est ce que certains demandent, une loi cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que cela sera beaucoup plus lourd à mettre en place et que les préconisations que nous avons suggérées à travers cette mission peuvent être mises en place avec un petit peu de bonne volonté et quelques moyens supplémentaires sans forcément faire tabula rasa du passé et repartir sur des bases complètement neuves. Merci beaucoup Michel Amiel d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Et après 9 mois de travail, le Sénat a présenté ses propositions pour redresser une justice qui va mal. Des pistes de réflexion à moins de 3 semaines du premier tour et au lendemain de la remise d'un livre blanc pour les prisons. Héloïse Grégoire. 5 ans pour sauver la justice est le titre du rapport d'information adopté par la gauche et par la droite. Encombrement des dossiers, manque de magistrats et de greffiers, palais de justice vétuste et des procédures bien trop lentes. Pour le rapporteur de cette mission, la justice va mal. Les magistrats sont à la peine, les greffiers sont à la peine. Il y a un sentiment profond d'usure. Et s'il n'y avait pas la conscience de servir la justice, qui est une des tâches les plus nobles dans l'État, je crois que la justice aurait craqué. Aujourd'hui, le budget alloué à la justice est environ à 9 milliards d'euros par an. En 2015, il était à près de 8 milliards. La mission d'information propose une hausse des moyens de 5% tout au long du quinquennat. Moderniser le service public de la justice en accélérant sa numérisation, rendre plus efficace l'exécution des peines et 15 nouvelles places de prison seront également créées. Mais la proposition phare de ce rapport est la création d'un tribunal unique de première instance par département. Ce qui peut changer, c'est notamment une meilleure organisation départementale, un tribunal de première instance, ce qui ne veut pas dire que tout sera recentré dans le chef-lieu du département. On peut garder les lieux de juridiction qui existent dans le département et faire en sorte que la justice soit dans la proximité, mais dans une organisation plus efficiente. Pas de hasard, ce rapport est publié à 18 jours de la présidentielle et compte bien influencer le futur quinquennat. Et justement, avant d'en débattre avec mes invités, on va regarder à présent les propositions des candidats en matière de justice avec Flora Sauvage. En matière d'incarcération, Emmanuel Macron et François Fillon prônent la création d'environ 15 000 places de prison supplémentaires. Marine Le Pen vise, elle, 40 000 places d'ici à la fin du quinquennat. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon préfèrent quant à eux favoriser les alternatives à la prison. Partisan d'une justice qui protège, le candidat du mouvement En Marche souhaite que toutes les décisions des tribunaux soient appliquées. De manière générale, Marine Le Pen et François Fillon veulent durcir la justice qu'ils jugent trop laxiste, en rétablissant notamment les peines planchées instaurées par Nicolas Sarkozy et supprimées par François Hollande. La présidente du Front National privilégie désormais la perpétuité réelle au rétablissement de la peine de mort. Jean-Luc Mélenchon veut quant à lui réintroduire la police de proximité tout en désengorgeant les tribunaux.
Sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, prôné par François Fillon, Emmanuel Macron y est hostile, comme Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen préfère mettre en avant la suppression des aides sociales aux parents d'enfants récidivistes. Enfin, sur la question des moyens pour la sécurité, il y a unanimité. Tous les candidats veulent augmenter les effectifs de police et de gendarmerie. Et on ouvre tout de suite le débat avec mes invités sur ce plateau. Hélène Franco, bonsoir. Vous êtes magistrate, vous êtes co-animatrice du programme Justice de la France Insoumise. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne pour la présidentielle. Merci d'être avec nous. Valrand Saint-Just est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes trésorier du Front National et membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Voilà. J'accueille également Éric Alphen. Bonsoir. Magistrat, vous êtes conseiller à la Cour d'appel de Paris, ancien juge anticorruption et vous avez rallié Emmanuel Macron dans cette course pour la présidentielle. Et enfin, François Faletti, bonsoir. Vous êtes l'ancien procureur général de Paris et vous conseillez, vous, François Fillon, sur son programme pénal. On va bien sûr en parler sur ce plateau. Et je précise pour nos téléspectateurs que malgré nos nombreuses sollicitations, aucun membre de l'équipe de Benoît Hamon n'a pu se rendre disponible pour ce débat sur la justice. Hélène Franco, on vient d'entendre les sénateurs dans le rapport ce matin qui font ce constat d'une justice qui va mal. J'imagine que vous le partagez, ce diagnostic. Quelle en est la cause selon vous ? Absolument. Alors, j'ai bien noté que l'actualité pour le Sénat est essentiellement la justice pénale. Pour autant, je souhaiterais dire un mot de la justice dans son ensemble, parce que l'institution judiciaire, c'est d'abord 60% environ de décisions qui sont rendues en matière familiale et qui concernent l'ensemble des familles de France potentiellement. Les divorces, les séparations, les gardes d'enfants, tout ça fait le quotidien de nos décisions. Et le quotidien de nos juridictions, c'est une clochardisation, on peut employer ce terme-là, une clochardisation matérielle qui pèse au quotidien sur notre travail, qui fait que nous, à la France Insoumise, nous mettons le rattrapage budgétaire en premier, parce que c'est par là qu'il faudra commencer, plus 2,5 milliards sur l'ensemble du quinquennat et la création de 18 000 postes, création nette, je précise, création nette d'emplois de magistrats et de fonctionnaires de justice. Ouais, on va y venir dans un instant. François Faletti, c'est vrai que c'est cette situation matérielle de la justice qui inquiète. Alors, il faut absolument augmenter le budget de la justice, ça vient d'être dit avec Hélène Franco, mais aussi les effectifs, c'est aussi ce que propose François Fillon ? Oui, absolument. Alors, ce qui est proposé au point de vue budgétaire, c'est 1,5 milliard. Donc, bon, en tout cas, tout le monde est d'accord sur la nécessité de revaloriser. Et quand je dis 1,5 milliard, c'est sur les budgets de fonctionnement. Parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup dit que les budgets de la justice augmentaient au fil des années, mais une bonne partie part à la pénitentiaire. On crée des établissements pénitentiaires. Là, c'est vraiment sur le fonctionnement quotidien de la justice. Après ça, il faut des postes. Donc, 300, j'ai dit, magistrats. Et bien sûr, des postes pour ces aides aux magistrats. C'est une chose d'avoir des magistrats en plus, des juges, mais si le juge doit tout faire, aller regarder les sites internet pour regarder la dernière jurisprudence, etc., non, il faut qu'il ait des appuis, des aides et qui assistent dans ce travail d'élaboration et de préparation. C'est extrêmement important. Éric Alphen, la réponse à cette justice qui va mal, est-ce qu'elle peut être seulement matérielle selon vous ? Absolument pas. C'est vrai qu'il y a toujours la justice, c'est le parent pauvre du budget de l'État. C'est vrai qu'on pourrait mettre un peu plus de magistrats, mais pour moi, ce n'est pas la question principale. Déjà, en question d'effectifs, il s'agit essentiellement déjà des greffiers et du personnel éducatif. C'est vrai qu'il y a des juges d'instruction, par exemple à Créteil, qui doivent travailler sans greffier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de greffier en titre. Donc c'est vrai qu'il y a un effort à faire sur les personnels, notamment du greffe. Pour le reste, il faut tout faire pour rendre la justice plus indépendante, mais aussi pas seulement indépendante, il faut qu'elle soit efficace et elle soit surtout plus transparente, c'est-à-dire plus accessible aux citoyens. Je pense que les gens ont beaucoup de défiance vis-à-vis de la justice et des juges en particulier, mais aussi de la justice parce qu'ils comprennent mal comment ça marche. Tout simplement, parfois, ils ont une affaire en cours, ils ne savent pas où elle est, où elle en est, quand ils vont être jugés, combien ils vont avoir, etc. Et donc, notamment par la numérisation, Emmanuel Macron, de la justice. Pour rapprocher la justice du citoyen. Absolument. On prévoit notamment la justice de demain, c'est-à-dire une justice qui sera totalement différente de ce qui se passe. Les assignations en matière civile seront faites en ligne. Les parties pourront elles-mêmes s'interroger, répondre en ligne. Dans la continuité du quinquennat avec la justice du XXIe siècle, le projet de loi qui a déjà été adopté. Non, c'est largement partagé. C'est pas vrai que ça n'existe déjà. Par exemple, on est toujours obligé
d'envoyer par huissier les assignations. Ça fait beaucoup d'argent. Quand vous êtes un particulier... transformer le visage de la justice. Alors, Valorant Saint-Just, justement, peut-être. Monsieur Valorant Saint-Just, d'une présidentielle... C'est un des éléments. C'est un des éléments. Alors. Non, la numérisation, mais c'est un élément. On va venir aux autres éléments, justement, Voilà, parce que je vais donner la parole à Valorant Saint-Just, puisque moi, il y a une proposition de Marine Le Pen qui m'a interpellée. J'ai vu qu'elle voulait supprimer l'École nationale de la magistrature. Oui. Est-ce que vous confirmez vous voulez, et pourquoi Marine Le Pen a été avocate. Moi, j'ai été avocat pendant 40 ans. Et j'ai professé, je professe, je vais le dire là, pas pour essayer d'élever le débat, je ne sais pas si je suis capable, mais un amour immodéré pour l'institution judiciaire et pour le pouvoir judiciaire. Nous pensons, et je pense que, évidemment, il applique la loi, il ne fait pas la loi, mais dans un pays, le pouvoir judiciaire a une place tout à fait extraordinaire. S'il ne fonctionne pas, la société marche très difficilement. S'il fonctionne mieux ou bien, les citoyens vivent de façon beaucoup plus harmonieuse. Et je dirais d'ailleurs même que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les magistrats, moi qui n'ai été que, je dirais, avocat. C'est-à-dire pour les êtres humains qui se lancent dans toute la carrière pour cette fonction de juger. Ne sont plus formés, les magistrats, si Marine Le Pen arrive au pouvoir? Donc, non, nous entendons et nous souffrons beaucoup des dysfonctionnements de la justice, qui sont des dysfonctionnements matériels, budgétaires, c'est vrai, mais aussi des dysfonctionnements, je dirais, presque politiques. Pourquoi supprimer l'ENM, Valorant Saint-Just? Oui, alors justement... Par exemple, c'est quoi les dysfonctionnements politiques? Cette école, c'est votre présence sur le plateau. Ah bon, c'est simple. C'est la première fois, depuis que je fais de la politique et que je suis avocat, que je vois dans le cadre d'une campagne électorale des magistrats en exercice venir soutenir des candidats de façon partisane. Monsieur de Saint-Just, je pense qu'il y a beaucoup de premières fois dans cette élection. Oui, il y a beaucoup de premières fois. Mais le fait que, je veux dire, Madame Franco, c'est pas une bonne chose. Le fait qu'un trésorier national d'un parti soit mis en examen, comme nous avons toujours beaucoup Valorant souffert. Saint-Just, donc il y a beaucoup de premières fois. Oui, nous avons toujours beaucoup souffert. Surtout pour vous. Nous, spécialement au Front National, mais c'est pas la question, de la politisation de la justice à l'aide du syndicat. Alors comment on fait pour qu'elle soit indépendante, c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, cette totalement politisation? indépendante, et qu'elle présente, par pitié, c'est ça, je sais que nous critiquons souvent au Front National la Cour européenne des droits de l'homme, mais au moins, elle a conceptualisé vraiment le caractère objectif du visage de l'impartialité du magistrat. Et on ne veut pas savoir si le magistrat lui-même est partisan ou pas, sectaire ou pas, on n'y arrivera jamais. Mais il doit montrer, et il ne doit pas venir, par exemple, sur des plateaux de télévision pendant une campagne électorale, soutenir de façon partisane des magistrats. Moi, vous pouvez me donner toutes les justifications possibles, je suis extrêmement choqué. Je vais répondre. D'abord, c'est pas parce que quelques magistrats sont engagés que pour autant la justice dans son ensemble est politisée. Et j'attends toujours de votre part des exemples. Ça suffit. Quoi, ça suffit? Ça suffit quelques magistrats, je veux dire. Oui, quelques parce qu'on sait très bien. Alors continuez, Eric Alphen, s'il vous plaît. Allez-y. La politisation. Deuxièmement, les magistrats sont des citoyens comme les autres. Ils ont évidemment des opinions politiques. Oui. Ce qui compte, c'est que dans le cadre des litiges qu'ils ont à trancher, ils ne soient pas influencés par ces opinions. En ce qui me concerne, par exemple, je suis chargé à la Chambre d'instruction des affaires de terrorisme et des affaires de grande criminalité organisée. Je n'ai pas l'impression que le terrorisme soit de gauche ou de droite et que la criminalité organisée soit de gauche ou de droite, de sorte que mon engagement actuel n'influence absolument pas les décisions que je pourrais En venant devant vous, je n'ai pas confiance. J'ai peur, je crains, car je sais que vous avez des opinions politiques, mais vous ne devriez pas autant les montrer. Allez, on va avancer dans le débat. Hélène Franco, allez-y. le débat, monsieur Valorant Saint-Just? Monsieur Valorant Saint-Just. Ensuite, on va avancer sur les propositions. Monsieur Valorant Saint-Just, puisque vous prenez les choses ad nominem, je vais vous dire une chose, c'est vous êtes devant moi. C'est que effectivement, si vous êtes un justiciable d'habitude depuis un certain temps, d'abord, ce n'est pas le fait de la justice ou de quelques magistrats, c'est le fait vraisemblablement d'un certain nombre de dérives. D'ailleurs, certaines ont été admises aujourd'hui par M. Rachline, de votre parti et de dirigeants de votre parti. C'est M. Rachline lui-même qui a admis avoir bénéficié d'un emploi fictif à la région Nord-Pas-de-Calais. C'est pas le débat aujourd'hui, Hélène Franco, s'il vous plaît. Oui, 3 mois, ça suffit pour caractériser. Pourquoi dites-vous que c'est fictif? Hélène Franco, s'il vous plaît, c'est pas le débat. On va donner la parole à François. J'étais en PACA et je travaillais dans le... Hélène Franco, s'il vous plaît, c'est pas le débat. On va donner la parole à François. C'est comme M. Valorant Saint-Just.
qui a voulu personnifier le débat. Alors, on avance si vous voulez bien. Je n'admets pas. Moi, représentant du syndicat de la magistrature et de candidats. C'est votre parti. Monsieur Valéran, François Falletti, on va avancer sur les propositions des candidats. Madame Girard, je souhaiterais répondre. Vous aurez la parole après, on va avancer sur... On va avancer cette habitude d'interrompre. Mais on va avancer simplement le rassurer, vous voyez. Je vais terminer sur une note. On n'aura plus de temps pour aller au fond des choses après. Je pense qu'on a beaucoup de. Monsieur Valéran de Saint-Just, il y a beaucoup d'attentes des téléspectateurs sur les propositions. Tous les justiciables doivent savoir qu'il y a une jurisprudence concernant l'impartialité des magistrats. C'est une jurisprudence d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme qui est appliquée et qui permet aussi aux justiciables qui ont un doute sur l'impartialité des magistrats de mettre en œuvre des procédures de récusation. Je voudrais qu'on vienne à la formation et au recrutement des avocats et des magistrats. François Falletti, dans le programme de François Fillon, il y a aussi cet aspect de réforme du recrutement des avocats et des magistrats. Ça passe par quoi cette réforme ? Oui, juste quand même, parce que je ne peux pas rester silencieux. Moi, c'est vrai que je trouve qu'on a besoin de davantage de réserve dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. C'est vrai que les justiciables, les citoyens, en fait, tout simplement, quand ils vont devant un juge, ils ont besoin d'avoir la plus grande confiance dans l'institution. Et des affaires comme le mur des cons ont fait un mal, mais terrible, vous le savez bien d'ailleurs. Terrible. Attendez, Monsieur Falletti, excusez-moi, respectueusement. Monsieur Falletti, vous avez fait toute votre carrière judiciaire dans les cabinets politiques, dans les ministères, dans l'ombre des hommes et des femmes politiques importants de droite. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé procureur général. Je ne dis pas que vous n'aviez pas les qualités pour l'être. Je dis simplement que je trouve ça un peu fort de votre part de parler de neutralité quand vous avez été... Si vous êtes d'accord avec pas neutre. On va avancer, s'il vous plaît. Restons-en là. Moi, je vous dis simplement que vous avez dit que j'ai fait toute ma carrière dans des cabinets politiques. J'ai passé... François Falletti, s'il vous plaît. Alors, Valorant de Saint-Just, on va s'intéresser à la... On va s'intéresser maintenant aux propositions, notamment en matière de réforme pénale. Valorant de Saint-Just, la tolérance zéro, la perpétuité réelle, les peines planchées sont au cœur du programme de Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment applicable aujourd'hui ? Cette question des peines planchées est d'ailleurs très intéressante. Je pense que nous serons tout à fait en désaccord. C'était Nicolas Sarkozy qui les avait vraiment institués. Nous étions d'accord avec lui car nous pensons au Front National que nous ne devons pas laisser de trop grande latitude aux magistrats pour appliquer la peine. Les magistrats sont là pour décider de la culpabilité. Ça, c'est le travail quelquefois très difficile des magistrats. Après, en ce qui concerne la peine, ils doivent être enserrés dans un texte édicté par le législateur qui représente le peuple. Et ces peines planchées doivent être surtout en ce qui concerne le plancher, beaucoup plus sévère qu'à l'heure actuelle, mais il ne faut pas de latitude donnée aux magistrats. Vous aurez les moyens d'appliquer ces réformes, ce que vous proposez, cette tolérance zéro ? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas les moyens ? Non, mais je vous pose la question. C'est une question évidemment de moyens matériels, mais de courage politique et d'instructions qui sont données par le pouvoir politique à toute la chaîne par l'intermédiaire des procureurs généraux et des procureurs de la République. Ça, on sait parfaitement faire ça. Ouais. Hélène Franco, au contraire, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a cet aspect d'encourager les alternatives à la prison. On voit bien que ce sont deux philosophies totalement opposées qui s'opposent justement. Absolument, c'est tout à fait cela. Ce sont deux philosophies totalement opposées. Oui. Je vais en dire quelques mots. En 2002, il y avait dans ce pays 50 000 détenus. Il y en a aujourd'hui près de 70 000, 69 400 pour être précise, au 1er avril dernier. Et pour quel résultat ? Eh bien, un rapport tout à fait récent montre qu'il y a exactement le double du taux de récidive pour les personnes qui ont connu la prison par rapport aux personnes qui ont eu des peines alternatives à l'emprisonnement. Donc la prison, effectivement, crée de la récidive et c'est de la responsabilité de la société, mais aussi de l'intérêt de la société dans son ensemble que de développer les alternatives à l'incarcération, de permettre au service pénitentiaire d'insertion et de probation, non seulement d'être renforcé considérablement, mais d'être en phase aussi beaucoup plus avec les systèmes de droit commun. Simplement, quand on dit qu'il y a 70 000 détenus aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, eh bien, imaginez qu'il y a des enfants de détenus, qu'il y a des parents de détenus, qu'il y a des conjoints de détenus, qui eux n'ont rien fait et qui se trouvent
impactés, directement concernés par l'incarcération de leur conjoint, de leur père, de leur fils. Il y a eu ce livre blanc remis par l'ancien sénateur Jean-René Lesser hier à Jean-Jacques Urvoas. Lui-même dit vouloir sortir de la culture du cachot. Et on sait que dans ce livre blanc, il y a justement le développement de ces alternatives à la prison. Ça a été rappelé avec un taux de récidive important aujourd'hui en France. François Fillon, au contraire, lui, il veut également rétablir les peines planchées et abaisser la majorité pénale à 16 ans. Ce qu'on veut surtout, c'est une certitude de la peine. Parce que les magistrats que j'ai en face de moi le savent bien. On se trouve très souvent au tribunal correctionnel avec des casiers où vous avez 5, 6, 7 peines d'emprisonnement avec sursis. Ça n'a plus aucun sens. Au moment où ça tombe, ça fait une avalanche. Donc il faut, que quand on a éventuellement prononcer l'avertissement du sursis, que la fois suivante, ça tombe. Hein, c'est comme ça. Donc c'est ça, cette logique et cette cohérence. Et c'est ce qui est voulu. Moi, je rappelle que... moi, je voudrais surtout qu'on sorte de l'idéologie. Moi, j'ai passé... Monsieur Alphen a bien fait de rappeler que j'avais une longue carrière, 40 ans, en effet, où j'ai beaucoup travaillé dans le cœur même de l'institution judiciaire. On se rend compte qu'on n'a pas voulu regarder les choses en face. Le résultat, c'est qu'on avait à peu près 45 000 places de prison, je pense, dans les années 80. On est aujourd'hui à 58 000 places. Or, François Fillon veut en construire 16 000. Il en faut 16 000, oui. Mais si vous voulez, c'est indispensable parce que à dire, oui, il y a surpopulation, mais pourquoi il y a surpopulation? Parce qu'on n'a pas fait les efforts d'ajustement en temps utile. Et il y a eu des programmes, je suis bien obligé de dire quand même que c'est vrai qu'avec le temps, quand on regarde qui construit des prisons, c'est à certaines époques, certaines majorités, voilà. Et que parfois, les programmes s'arrêtent. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que remonter à 16 000, 40 000, pardonnez-moi, je pense que ce n'est pas réaliste dans un quinquennat. 40 000 en 5 ans, c'est ce que propose Marine Le Pen. Ça me paraît pas réaliste. Mais 16 000, c'est jouable parce qu'il faut distinguer les établissements. Vous aurez des établissements classiques, disons, avec les Miradors, enfin tout ce qu'on connaît, mais aussi des établissements plus légers, disons, pour des gens qui sont moins engagés dans le cursus de la délinquance, mais qui ont besoin de la rupture quand même, de la sanction qui tombe. Et donc là, on doit pouvoir arriver, il faut y arriver, à construire des établissements, mettre des places disponibles qui soient plus simples à organiser, moins chères au passage, et qui permettent d'apporter des réponses justement par Éric rapport Alphen, est-ce que Emmanuel Macron revient sur la loi Taubira et la mise en place de la contrainte pénale, par exemple? Alors la contrainte pénale, tous les magistrats savent que ça n'a pas été appliqué tout simplement parce que c'était une peine qui nous semblait, à nous magistrats, doublonner un peu avec le sursis avec mise à l'épreuve. Donc je pense qu'il va falloir trouver d'autres solutions alternatives plus efficaces et plus appliquées. Je voudrais dire 2 mots quand même. Premièrement, des peines planchées. Les peines planchées, c'est... on se méfie du magistrat, on ne veut pas de lui, et finalement, on va le remplacer par un ordinateur. Pour le coup, on va mettre, il va dire coupable, et on va appuyer sur le bouton, et ça va sortir 3 ans de prison. Nous, au contraire, à En Marche, nous faisons confiance aux magistrats, et nous estimons que les peines qui sont prononcées par les tribunaux, mais par les tribunaux de façon... réfléchie. Toute peine prononcée sera exécutée, voilà. Nous promet Emmanuel Macron. C'est vraiment le contre-pied de la position tant du Front National que des Républicains et de François Fillon. Deuxièmement, sur les prisons, une politique pénale ne peut pas se réduire uniquement à la construction de places de prison. Il en faut effectivement. Par exemple, puisqu'on parle de prison, il y a des situations absolument inhumaines dans les prisons. Il y a eu des rapports de l'Observatoire des prisons il n'y a pas très longtemps. Et c'est évident qu'il faut aussi... reconstruire, rénover et rendre beaucoup plus humaines les prisons. Sur les peines alternatives, il faut donner, par exemple, moi je trouve qu'il y a un gros problème, c'est notamment les SPIP, les services éducatifs, qui n'ont pas de moyens, qui sont souvent pas sur le terrain. On parle souvent, par exemple, du contrôle judiciaire. Mais aux États-Unis, quand vous avez quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire et qu'il a l'obligation de travailler, dès qu'il ne va pas travailler un matin, le contrôleur judiciaire est sur place, il appelle les services de justice pour dire il n'est pas venu travailler. En France, les contrôleurs judiciaires, les SPIP, les services éducatifs sont débordés et du coup, ils ne peuvent pas être sur le terrain comme ils devraient l'être. Hélène Franco, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat. On va peut-être pu prendre la parole aussi sur la question des prisons. Tout à l'heure, M. Valéran de Saint-Just parlait des victimes. C'est le seul candidat, oui. Et je voudrais évidemment aborder ce thème parce que l'intérêt des victimes, comme l'intérêt de l'ensemble de la société, encore une fois, c'est que le taux de récidive baisse. Lorsque nous avons un taux de récidive, ça a été révélé par un rapport tout récent, de l'ordre de 63%
pour les personnes ayant connu la détention. Alors évidemment, c'est très variable selon les types d'infractions qui ont abouti à l'emprisonnement. Il y a énormément de récidives, notamment pour Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon est le seul à ne pas vouloir créer de nouvelles places de prison. Absolument, absolument. On ne construit pas de nouvelles places de prison. Nous ne créerons pas de places de prison supplémentaires. Comment on résout ce problème de surpopulation carcérale Nous rénoverons en revanche les établissements qui sont totalement inhumains et dégradants, comme celui de Fresnes, comme celui de Villepinte, puisque la directrice de Villepinte a récemment tiré le signal d'alarme. Donc je dis simplement que l'intérêt des victimes, comme l'intérêt de toute la société, se rejoint sur l'idée qu'il faut lutter contre la récidive, prendre ce qui marche. Le travail d'intérêt général, par exemple, ça marche. Pour les mineurs, la mesure de réparation, ça marche. En lien avec les victimes, mettre les personnes qui ont pu commettre évidemment des actes pas On voit bien les critiques qu'a pu subir Christiane Taubira lorsqu'elle a voulu mettre en place, c'était rappeler sa contrainte pénale. On a accusé de mettre en place une justice laxiste, Hélène Franco. C'est surtout que la contrainte pénale, c'est quelque chose qui pouvait être intéressant si ça n'avait pas été aussi complexe. C'est quand même quelque chose d'assez lourd et complexe, alors que nous avons déjà dans notre arsenal judiciaire des choses qui doivent être poussées, qui doivent être encouragées. Je parlais des mesures de réparation, je parlais des mesures de travail intergénéral. Évidemment, ce n'est pas pour l'ensemble des personnes qui ont des infractions. Là, je parle des atteintes aux biens, essentiellement. Et c'est là qu'on a le plus fort taux de récidive. Que propose Marine Le Pen, justement, pour lutter contre la récidive ? Écoutez, encore une fois, nous allons être totalement en désaccord. Vous vous exprimez cette culture de l'excuse et du laxisme qui vous a toujours animé. Il est faux de dire que la prison, ça ne marche pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a cette culture de l'excuse et du laxisme. Ça a été rappelé, près de 60%. À quel point ça marche ? La prison, écoutez, sous les gouvernements de droite ou de gauche, là, les 5 ans du quinquennat de François Hollande, rien n'a été fait dans les prisons. Et j'ai toujours dit... je n'en suis pas comptable. Laissez-moi parler, laissez-moi pas, je ne vais pas interrompre. Je suis dans l'opposition. Les prisons sont la grande honte française. On juge un pays à ses prisons, à l'état de ses prisons, et croyez-moi, c'est un scandale permanent. Évidemment, il faut améliorer tout cela. Mais quand les prisons sont humaines, lorsque le principe d'autorité et de sévérité y est respecté. C'est l'état des prisons qui entraîne la récidive. Moi, j'en ai vu énormément dans ma carrière. Il y a des prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers, et il y a la majorité des gens qui sont sanctionnés qui en ressortent améliorés et meilleurs qu'avant. Et puis, la prison a une autre fonction aussi. C'est de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de délinquants et un certain nombre de criminels. Et ça vous traverse jamais dans l'esprit quand vous parlez des victimes. Et je précise que vous souhaitez rattacher aussi l'administration pénitentiaire. Et de plus en plus entre pendant 5, 10, 20 ans. C'est ça à quoi ça sert. D'abord, je dirais presque la prison. Et vos peines alternatives, évidemment, rendent la société extrêmement dangereuse et extrêmement insécuritaire, comme elle l'est à l'heure actuelle. On juge l'arbre à ses fruits. 5 ans de Sarkozy, 5 ans de Hollande. Eh bien, on est dans un état pitoyable. Allez-y, François Paletti. Rapidement, moi, je crois que, incontestablement, quand on nous dit il y a des prisons, et c'est vrai qu'il y a des prisons qui nous font honte, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est encore une fois parce qu'on n'a pas voulu regarder ce problème, cette question en face. On a précisément à cause de l'idéologie qui a fait qu'on disait « Ah, mais il y a quand même une certaine idéologie anti-carcérale. » Or, dans la prison, on peut faire du travail. C'est vrai que plus il y a de monde, plus c'est difficile, plus c'est compliqué. Mais même le rapport du Sénat, présenté ce matin par Philippe Ball, président de la Commission des lois, qui soutient François Fillon. Il y a des surveillants. Privilégier aussi cette piste des alternatives à la prison. Personne n'est contre les alternatives. Évidemment, elles ont toute leur place. Moi-même, quand j'étais en responsabilité, il m'est arrivé de pousser à mettre en place ce qu'on appelle des chantiers extérieurs, c'est-à-dire on fait sortir des détenus, on les fait travailler au débroussaillement, on les fait travailler. On propose dans le programme, il y a cette notion de peine écologique, de chantier écologique, donc d'aller nettoyer les plages, des choses comme ça. Bien évidemment, laisser des gens vautrer sur un lit à regarder la télévision pendant des journées. Vous êtes favorable, c'est ce que propose Marine Le Pen, de rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur, François Paletti. Oui, je pense qu'il y a un problème, vous voyez. Autour au 19e siècle. Non, mais je crois qu'il y a une certaine logique, une certaine cohérence dans ce qui concerne les forces de sécurité. On voit bien qu'accompagner des détenus, c'est pas une affaire simple. Et il y a une certaine cohérence dans cela. Il y a une cohérence aussi
dans le fait que le ministère de la Justice, je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit qu'il y a une augmentation du budget du ministère de la Justice, il y en a la moitié souvent, et c'est très légitime, qui part pour la pénitentiaire, et donc c'est en trompe-l'œil. Éric Alphen, et ce sera le mot de la fin. À propos des prisons, je voudrais juste dire un mot. Le problème nouveau, c'est quand même celui des terroristes qui sont en prison. Et c'est vrai qu'on y réfléchit beaucoup chez Emmanuel Macron. On a mis au point le fait qu'il fallait des petites structures avec les gens radicalisés qui sont entre eux pour éviter la contagion de la radicalisation, parce qu'on voit souvent des jeunes qui sont là-bas, qui au départ n'étaient pas radicalisés, et qui nous ont expliqué comment les caïds du terrorisme ont fait pression sur eux pour qu'ils changent. Donc c'était un mot que je voulais dire sur les prisons. Par ailleurs, on n'a pas du tout parlé de la proposition de majorité pénale à 16 ans. Malheureusement, nous trouvons en deux mots la spécificité de la justice des mineurs. C'est juste que les mineurs peuvent bénéficier de l'excuse de minorité qui peut réduire de moitié leur peine. Sauf que déjà, les magistrats, et ils l'appliquent très souvent, ont la possibilité pour les mineurs de 16 ans de passer outre cette excuse de minorité. Et deuxièmement, donc c'est inutile. Il faut motiver. Il faut motiver, mais ce n'est pas très compliqué pour un magistrat d'arriver à motiver. Et deuxièmement, contrairement à ce qui est dit, il y a beaucoup de mineurs qui sont en prison. Et enfin, la question de la constitutionnalité de cette mesure se pose, puisqu'il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui dit que la majorité, c'est 18 ans, et donc c'est très difficile. Merci Éric Alphen, on n'a plus le temps de réagir. De minorité, abaissement de la majorité pénale, nous le proposons plus, car c'est vrai que ça, c'est un point qui doit être laissé à l'appréciation. Ça sera l'occasion de rouvrir le débat sur ce point. Merci François Melletti, merci Hélène Franco, merci Valorant Saint-Just, et merci beaucoup Éric Alphen. Merci à tous les quatre, c'est la fin de ce débat. On va continuer cette émission, et je vous propose de retourner au Parlement européen à Strasbourg. Il a été question aujourd'hui du Brexit et des négociations. Pour en parler, on va retrouver Nora Hamadi, c'est notre journaliste spécialiste des questions européennes. Elle était aux côtés de l'eurodéputée Pervenche Berès. Écoutez. Oui Delphine, je suis effectivement avec Pervenche Berès, donc députée socialiste donc de la délégation française. C'est elle qui a suivi ce dossier pour la délégation française. Alors Pervenche Berès, 516 voix pour, 133 contre, 50 abstentions. C'est une résolution assez ferme qui a été votée ici ce midi. L'idée face à cette négociation au risque qui s'annonce dans le Brexit, c'est qu'il fallait faire front uni ou punir carrément le Royaume-Uni? Non, moi, comme je pense la grande majorité de ceux qui ont voté cette résolution, j'étais contre le Brexit parce que je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, ni pour le Royaume-Uni, ni surtout pour l'Union européenne. Mais maintenant, le Brexit est là. Madame Theresa May a envoyé les instruments de l'article 50. Elle confirme que le Royaume-Uni ne veut pas être partie du marché intérieur, ne veut pas respecter les 4 libertés du marché intérieur, liberté de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Elle ne veut pas contribuer au budget de l'Union européenne, elle ne veut pas de la compétence de la Cour de justice, et elle veut pouvoir négocier ses propres accords commerciaux. La question n'est pas de savoir si on rentre dans un Brexit dur ou pas dur. La question est de savoir, sur la base de ces éléments, comment est-ce que l'Union européenne négocie? Et de ce point de vue-là, l'Union européenne doit être claire. On ne peut pas être dedans et dehors. Il y a des règles, il y a un traité, et c'est cela qu'il faut mettre en œuvre. Cette résolution, j'espère qu'elle inspirera les chefs d'État et de gouvernement, puisque nous sommes la première institution à nous prononcer, et nous le faisons, je trouve, avec clarté et fermeté. Durant le débat qui s'est déroulé toute cette matinée, beaucoup de chefs de groupe, beaucoup de parlementaires ont dit qu'il fallait profiter de cette sortie des Britanniques de l'Union européenne pour réorienter l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut craindre si ce n'est pas le cas? C'est l'effet domino, c'est qu'il y ait d'autres Brexit? Je crois que le départ du Royaume-Uni signe la fin d'une certaine façon de concevoir l'Union européenne. D'ailleurs, souvenez-vous, David Cameron, lorsqu'il était Premier ministre, ne parlait jamais de l'Union européenne. Il disait le marché
unique. Et c'était une conception de l'Union européenne qui n'est pas adaptée à la réalité des défis que l'Union européenne elle-même a apportés, car ces défis sont d'abord de nature politique. Comment est-ce qu'on met en œuvre des concepts de solidarité face à l'afflux de réfugiés? Comment est-ce qu'on met en œuvre cette solidarité alors qu'il y a une monnaie unique dont on voit que tous les outils ne sont pas en place? Est-ce qu'on profite, oui ou non, de ce Brexit, de cette négociation, pour clarifier la façon dont fonctionne l'Union européenne? Je crois que c'est un rendez-vous extraordinaire finalement. Un rendez-vous extraordinaire qu'il ne faut pas rater, sinon le risque c'est quoi? C'est l'implosion de l'Union? Oui, et je crois que ce sera dans l'intérêt de personne. Mais vous savez, pour que l'Union européenne fonctionne bien, il faut que les États membres fonctionnent bien. D'où l'importance que chacun, lorsqu'il va se déterminer dans l'élection présidentielle en France, ait conscience du mandat qu'il donnera au prochain chef de l'État de la France. Car 15 jours après l'élection, ce chef d'État aura à négocier avec ses partenaires le mandat pour la négociation avec les Britanniques. Merci beaucoup, Pervenche Berès, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Nora. Comme tous les mercredis, on s'intéresse à présent à la campagne vue du terrain et aujourd'hui des banlieues où le taux d'abstention atteint des records. Dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, des associations refusent d'admettre cette fatalité et se mobilisent pour inciter les gens à aller voter. Reportage de Cécile Sixou avec Géraldine Baboileau. Bonjour, nous sommes ici à Neuhof, dans la banlieue de Strasbourg, un quartier connu pour ses voitures qui brûlent le soir de la Saint-Sylvestre. Ici, les taux de chômage atteignent des records, 25% des habitants ne travaillent pas. Alors comment dans ces territoires vit-on et voit-on la campagne présidentielle? Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants pour en parler. Notre combat, c'est de faire baisser le taux d'abstention dans le quartier. Convaincre les habitants de son quartier de voter, c'est le combat de Jamila. Et le fait de se déplacer pour aller voter blanc, ça voudrait dire que dans le quartier, voilà, on sait il est où le bureau de vote. Pourquoi tu vas pas voter? J'ai 21 ans, je cherche du travail, je trouve pas parce qu'il n'y a personne qui nous aide, nous les jeunes, pour chercher du travail. Ben justement, un président ou un maire, ça sert à ça. Choquée par les taux d'abstention de 80% aux dernières élections, elle a lancé avec les jeunes du quartier un challenge pour inciter les habitants à se rendre aux urnes le 23 avril prochain. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce challenge citoyen que vous avez mis en place? C'est un concours lancé à tous les quartiers de France qui a pour but de faire baisser le taux d'abstention. On s'est réunis de octobre à décembre pour toquer à 4000 portes du quartier pour déjà dans un premier temps les informer qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre donc 2016 et on offrait aussi la possibilité de s'inscrire directement avec nous au pied de leur immeuble. Donc ils avaient juste à descendre et nous retrouver en bas. Et ils pouvaient également venir au centre avec leurs documents. S'ils avaient des problèmes à remplir, on les aidait. Voilà. Mais justement, vous vous réunissez avec les jeunes du challenge citoyen. Moi, je vous suis, on va participer à cette réunion. Dans le quartier, grâce au challenge citoyen, 600 personnes ont pris leur carte électorale. Une petite victoire pour l'équipe de Jamila, qui reste mobilisée jusqu'à l'élection. Bonjour. 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 Les personnes qui ne savent pas où ils vont devoir aller voter selon leur adresse, donc vous allez devoir voir selon voilà, comment le territoire est coupé pour qui va voter où, comme ça vous pouvez les renseigner, quels documents il faut avoir et bien sûr les programmes des candidats. Vous avez déjà fait du porte-à-porte pour pousser un peu les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour des gens? Enfin, c'est quoi vos impressions? Des personnes qui nous ont ouvert leurs portes, c'était des personnes chaleureuses, étaient accueillantes, mais ils aimaient discuter, ils ne voulaient pas voter. Et d'autres personnes, on a réussi à les convaincre, parce que au début, ils étaient réticents, ils ne voulaient pas aller voter. Ils ont dit, ouais, mais si je vote pour le mauvais, comment ça va se passer pour mes enfants? Ils avaient peur pour leurs enfants. Et vous gagnez quoi si vous gagnez le challenge citoyen? Qu'on a mobilisé des gens, qu'il y avait un taux d'abstention qui a diminué. Des gens sont allés voter, même si c'est blanc, des gens ont quand même fait le déplacement. Redonner l'envie de participer à la vie politique, le défi est compliqué pour ces jeunes.
Face à eux, beaucoup ne se sentent pas concernés, trop loin, souvent exclus socialement. Sur les 20 000 habitants que compte le Neuhof, un quart sont au chômage. Il y a un taux de chômage particulièrement élevé ici au Neuhof. Est-ce que le fait aussi d'être déconnecté du monde du travail, ça joue pas sur cette déconnexion politique ? Bien sûr, ça joue énormément, effectivement, puisque dans ces quartiers-là, à l'époque, il y avait la classe ouvrière qui était active, qui avait une idéologie de classe. Tout ça, c'est totalement désagrégé. Aujourd'hui, les grands corps sociaux n'existent plus, et chacun est laissé un peu à lui-même, effectivement. Et tout notre travail, c'est de leur dire vous êtes porteurs de possibles et vous pouvez faire les choses. Et dans toutes les strates de la structure, donc, on accueille une population de 4 à plus de 99 ans, et dès l'âge de 4 ans, on dit aux gens qu'ils sont importants et que leur voix compte. C'est important de faire ça, de donner de l'ambition aux jeunes. On leur fait des ouvertures sur des possibles et on leur propose des activités qu'ils n'auraient jamais imaginées parce qu'ils ont une histoire qui ne leur permet pas d'imaginer des choses nouvelles. On leur ouvre de nouvelles fenêtres sur le monde. Ouvrir les portes du monde du travail aux jeunes du Neuhof, les sortir des clichés, des banlieues, voilà aussi comment se joue ici l'avenir du rapport aux politiques. Et on va de nouveau retrouver Cécile Cixous, cette fois aux côtés de la sénatrice LR du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Quel regard porte-t-elle sur cette initiative du Challenge citoyen ? On l'a vu dans le reportage, le travail des associations est assez intensif pour faire participer les gens aux élections. Qu'est-ce que vous, les pouvoirs publics, vous pouvez faire pour lutter contre l'abstention ? Alors l'action du Centre social et culturel du Neuhof est formidable. C'est vrai que les jeunes ont une énergie et ils ont su la mobiliser pour donner envie à travers ce clip d'aller voter. La République est très loin d'eux. Donc parfois ils ont le sentiment d'avoir reçu beaucoup de promesses et que les réalisations n'ont pas toujours été à la hauteur, donc ils ont besoin de nous voir. Ils sont un peu comme Saint Thomas, voilà, ils ne croient que ce qu'ils voient, et donc j'aime beaucoup venir ici discuter. Voilà, je suis venue un peu avant l'interview pour avoir le temps de prendre un café, de rencontrer des gens. Ils sont heureux de me revoir. En plus il y a un beau soleil, c'est comme ça qu'on peut montrer le respect et du coup être en cohérence avec un engagement républicain. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez des banlieues dans cette campagne présidentielle ? Alors moi j'ai fait campagne avec Alain Juppé, on a fait l'urne des quartiers, on a tourné d'un quartier à l'autre, j'ai fait moi-même une dizaine de sites avec l'idée qu'il fallait les encourager à prendre la parole. On a fait un beau travail de synthèse, je pense que des démarches comme cela permettent aux habitants des quartiers de se sentir pleinement associés à cette démarche un peu qui passe à la télé, qui peut sembler très éloignée de ce qu'ils vivent au quotidien. C'est un enjeu majeur parce que ce sont des citoyens, ils ont de l'énergie, ils ont de la volonté, donc il faut qu'ils puissent être associés aux décisions qui les concernent. Merci beaucoup Fabienne Keller. Merci à vous d'être venue au Neuhof. Merci. Cette réaction de Fabienne Keller enregistrée cet après-midi. Aïba Ouessi. Et notre invité aujourd'hui, c'est le président du club du 21e siècle et il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Aïba Ouessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, président du club 21e siècle. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel est le rôle de ce club ? Oui, alors merci de votre invitation. Le club 21e siècle est un club qui a été créé en 2004, qui œuvre pour une vision positive de l'égalité des chances, de la diversité et du mérite républicain. Alors concrètement, on a deux types d'actions. On a une action d'influence auprès des décideurs économiques, politiques et dans le domaine des médias. Et puis on a une deuxième action qui est celle de l'accompagnement de talents, de potentiel, dont on ne parle pas assez malheureusement dans notre pays aujourd'hui. Accompagnement de jeunes entrepreneurs, de jeunes étudiants, et on essaye de mettre en avant des parcours exemplaires. Et il y en a un très grand nombre dans notre pays, et donc notre rôle c'est de révéler ces talents au plus grand public, et c'est ce qu'on fait dans différentes opérations. Est-ce que vous jugez que l'ascenseur social aujourd'hui est bloqué en France ?
Alors, l'ascenseur social, il est en panne, c'est évident. Et il est en panne pour plusieurs raisons. Alors, elles sont économiques, hein, d'abord. Elles sont aussi politiques. Parce que moi, j'en veux en particulier à nos hommes politiques qui, malheureusement, ont oublié le sujet de l'égalité des chances dans leur discours, dans leur présentation, dans aussi leurs actions. Économiques, parce qu'il y a un véritable problème aussi de chômage qui est assez endémique. On le voit hein, sur les territoires, notamment en banlieue. Le chômage des jeunes, il est très important. Et il est encore plus important quand on a un prénom à consonance étrangère, ce qui est pas normal dans ce pays. Pays de l'égalité des droits de l'homme notamment. Pays qui a connu Victor Hugo, Voltaire, Montesquieu, etc. Et qui aujourd'hui se voit avec deux France, l'une à côté de l'autre. Des concitoyens qui se regardent un petit peu en chien de faïence, un rejet de l'autre, un repli sur soi. Et tout ce contexte-là fait qu'il y a l'ascenseur social qui, à mon sens, est véritablement en panne. Oui. Aujourd'hui, la France est encore un pays de caste. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme caste, mais en tout cas, c'est un pays de l'entre-soi pour beaucoup. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous, on reçoit au Club 21e siècle l'ensemble des dirigeants d'entreprises, par exemple. Et souvent, quand on les interroge sur leur politique égalité des chances, leur politique diversité, ils nous disent écoutez, c'est bien, moi je fais ceci, telle et telle chose. Et quand on leur pose juste la question, dans votre conseil d'administration, combien avez-vous de femmes, combien avez-vous de profils issus de la diversité ? La réponse est bien souvent 0. Et donc, effectivement, on a, même au plus haut sommet de l'entreprise, un entre-soi par réflexe. On recrute toujours les mêmes, on a toujours les mêmes administrateurs. Or, justement, ce qu'on essaye de briser, c'est ce plafond de verre et c'est cet entre-soi qui mine véritablement la société, qui est un facteur aussi de désespoir pour beaucoup de nos concitoyens, qui s'autocensurent en se disant telle entreprise, c'est pas fait pour moi, je vais pas y postuler, parce que les dirigeants, quels que soient mes diplômes, quelles que soient mes compétences, me reconnaîtront pas en fonction de ce que je suis, mais ils me reconnaîtront uniquement en fonction de ce que je parais être. Alors, c'est là le travail à mener. Justement, vous proposez des initiatives concrètes aux entreprises, aux grandes entreprises, notamment le mentoring en entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui détachent des employés pour ensuite coacher des jeunes, c'est ça ? Exactement. Alors on a la chance d'avoir au Club 21e siècle des membres qui sont de grande qualité, qui ont d'importantes fonctions et qui donnent de leur temps pour justement accompagner des jeunes. Et parmi nos membres, on a des membres qui ont créé des associations nationales, telles que Mosaïque RH avec Saïd Amouche, Nos quartiers ont des talents avec Yazid Chir, ou encore Passeport Avenir avec Benjamin Blavier ou Fratelli. Et ces associations, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont la chance de pouvoir avoir des milliers de jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est être accompagnés. Donc au Club 21e siècle, on accompagne ces jeunes, mais aussi on incite tous nos partenaires, sponsors, entreprises, à faire de même, c'est-à-dire à faire en sorte que leurs collaborateurs donnent de leur temps. C'est pas beaucoup, c'est 1 heure, 2 heures par mois. Mais 7 heures ou ces 2 heures par mois vont permettre à des jeunes qui sont étudiants, qui sont jeunes entrepreneurs, de retrouver confiance en eux, de créer du lien, de vouloir aussi redonner à la République ce qu'elle leur a donné, c'est-à-dire la chance de pouvoir étudier dans ce beau pays. Donc c'est le travail d'accompagnement de talents, de potentiel que l'on met en avant au Club 21e siècle. Alors la diversité, c'est un thème qui est plutôt absent de la campagne présidentielle. Je sais que vous avez rencontré toutes les équipes des candidats. Quels sont les candidats qui étaient le plus réceptifs à vos initiatives, à vos idées, à vos propositions ? Alors peut-être que comme moi, vous avez regardé le débat d'hier soir qui s'est terminé. Qu'avez-vous pensé du débat ? Qui s'est terminé vers minuit. Moi, j'étais affligé et atterré de ce débat-là pour une raison très simple, c'est que on sait, non seulement c'était assez confus, mais en plus, nos concitoyens, 40% des Français ont au moins un grand-père ou une grand-mère qui est d'origine étrangère. Ces 40% de Français n'ont pas été cités, n'ont pas été évoqués lors de ces débats qui a duré quand même près de 4 heures. Donc vous avez une partie de la société française qui ne se reconnaît pas dans ces 11 candidats, qui les ont complètement occultés et oubliés. Vous voulez dire l'intégration de ces Français dans la société française, c'est ça ? Tout simplement, ils sont intégrés. Ce sont des Français, mais des Français qui... non, mais qu'est-ce qui n'a pas été évoqué ? L'intégration. La diversité n'a pas été évoquée. L'égalité des chances, le mérite républicain, l'espoir que chacun d'entre nous attend dans cette campagne. Justement, vous qui avez rencontré les candidats et les équipes des candidats, qui est le plus réceptif à ces idées ? Alors, on a rencontré tous les candidats
candidats à la présidentielle, en tout cas une grande partie d'entre eux, et surtout on discute avec l'ensemble des équipes de campagne, puisque c'est le travail d'influence du Club 21e siècle, et il y en a effectivement qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y a des bonnes mesures chez certains candidats qui proposent de diviser les classes en primaire dans les banlieues par 2. Il y a certains candidats qui proposent notamment de créer une instance telle que l'instance de répression contre la fraude, et notamment cette instance serait une sorte d'inspection du travail chargée de lutter contre les discriminations, et ça c'est une bonne proposition, mais il y en a d'autres qui ne sont pas réceptifs. Moi je regrette par exemple que certains candidats ne souhaitent absolument pas discuter de la diversité et de l'égalité des chances, donc c'est très variable. Nous on a un véritable travail d'influence que l'on mène, mais il y a aussi au niveau des candidats, je pense, un manque de prise de conscience de la nécessité de créer du lien entre tous nos concitoyens. Très bien, merci beaucoup, on a entendu votre message. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. On va revenir à présent sur ce débat inédit à la télévision. Véritable exercice démocratique, mais pas forcément en gage de qualité. Alors avant d'en débattre avec mes invités, retour sur les temps forts avec Fabrice Cunet. Sur la base de ce texte constitutionnel, eh bien, nos maires pourront, malgré, encore une fois, l'interdiction que veut promulguer M. Barouin... dans le hall. Eh bien, voilà, c'est alors bien. Vous voulez merci, mettre on des y symboles est. religieux Voilà. dans les mairies, Voilà, c'est ça on y est. votre truc. Alors, ça n'est ça, pas votre un laïcité. symbole religieux. C'est la laïcité de Ça, c'est la laïcité chez non, vous. ce sont nos traditions, Monsieur Mélenchon. Je sais qu'elle vous dérange. Je sais même qu'elle vous horripile. Peut-être que j'ai une crèche chez moi. Sachez mais c'est chez moi, j'embête pas tout le monde avec. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un président exemplaire, c'est un président qui respecte son Premier ministre et qui respecte le gouvernement et qui respecte l'équilibre des pouvoirs prévus par la Constitution. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Couteau, non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein Oui. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Ce que vous proposez, c'est la guerre économique. Et nous ne sommes ni la Suisse, ni la Corée du Sud, Madame Le Pen. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois. Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre, justement, les pays d'Europe et Jean Lassalle l'a très bien rappelé, il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je veux bien que tout le monde ait un schéma en tête, disant je vais montrer les muscles, et puis si ça bouge pas, on sortira peut-être. Mais que se passe-t-il derrière? Parce que plan A, plan B, c'est très intéressant, mais c'est quoi le plan C? En tout cas, le plan pour les Français derrière en matière d'inflation, en matière d'emploi, en matière de dette. Moi, en tout cas, je préfère avoir aujourd'hui la remise en cause de l'austérité parce qu'elle est en train de disloquer l'Europe, mais construire l'Europe et continuer à parier sur la coopération, parce que demain, pas d'Europe, c'est la compétition à tout va. La compétition à tout va. Et ça, je n'ai pas entendu, ça. Et pour décrypter ce débat, mes invités sur ce plateau, Jannick Halimi, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Communicant, président de MCBG Conseil. J'accueille également Thierry Vedel, bonsoir. Politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Erwan Lestron est également avec nous, directeur d'études à l'Institut BVA Opinion. Merci à tous les quatre. On va également parler dans ce débat avec vous, Tam, des erreurs
victoires qui ont pu être prononcées par les candidats. Il y en a eu beaucoup, et notamment sur les chiffres du chômage. Et oui, à croire que les candidats aiment bien gonfler les chiffres du chômage pour servir leurs arguments. Hier, il y a d'abord eu François Fillon qui a parlé de 6 millions de chômeurs. De l'autre côté de l'échiquier politique, Philippe Poutou, lui aussi, a repris ce chiffre de 6 millions de chômeurs. Une exagération puisque la catégorie A, les personnes sans aucune activité dont on parle quand on parle de chômeurs généralement, c'est seulement 3,5 millions de personnes. Si vous rajoutez les catégories B et C, c'est-à-dire les personnes à temps partiel qui veulent travailler plus, vous atteignez 5,4 millions de personnes. Et si vous ajoutez les catégories D et E, sur les personnes qui ne sont pas tenues de chercher un emploi, donc qui par définition ne sont pas au chômage, vous atteignez 6,5 millions de personnes. Exagérer les chiffres du chômage, c'est un classique. Lors du premier débat sur TF1, Marine Le Pen, elle, avait parlé de 7 millions de chômeurs, encore plus loin de la vérité. C'était un festival d'approximation sur les effectifs des militaires aussi, Tam. Et oui, selon Marine Le Pen, justement, les effectifs de militaires ont baissé de 54 000 personnes sous François Fillon. Nicolas Dupont-Aignan, lui, parle de 40 000 militaires sur la même période. Alors, qui dit vrai ? En réalité, c'est seulement 32 000 postes de militaires qui ont disparu. Alors c'est tout de même près de 44 000 si on inclut les civils. Mais si vous regardez les documents du ministère de la Défense, ils font bien la différence entre les militaires et les civils. Et on peut tout consulter sur leur site internet. En revanche, il est exact que les effectifs militaires ont fondu de 20 000 personnes entre 2012 et 2015. Reste que la baisse des effectifs militaires, c'est fini depuis 2015, depuis les attentats terroristes. Et même les effectifs augmentent petit à petit. Ouais, on va rester sur les questions de défense avec la proposition d'Emmanuel Macron d'instaurer une cellule auprès du président de la République pour suivre en permanence les informations sur Daesh et ceux qui peuvent nous menacer. Et oui, l'art de réinventer quelque chose qui existe déjà. Le candidat d'En Marche propose donc, qu'il existe donc un coordonnateur national du renseignement. Ça existe depuis 2008. Depuis quelques mois, c'est le préfet Yann Jounot. Il travaille donc auprès de François Hollande. Il élabore des notes quotidiennes d'informations sur la situation, notamment terroriste dans le monde. Il dispose d'une dizaine de conseillers. Il est aussi responsable du Conseil national de renseignement. Et dernière information que vous avez vérifiée qui s'avère également fausse, c'est celle qui concerne François Fillon. Il a déclaré que la déchéance de nationalité était une mesure du Front populaire. Et c'est une intox, qu'il n'utilise pas pour la première fois. Il avait déjà fait cette référence lors de l'émission politique sur France 2 il y a une quinzaine de jours. La déchéance de nationalité, elle existe bien depuis 1938. Le décret-loi date très exactement du 12 novembre 1938. Seulement alors, Léon Blum n'est plus président du Conseil, c'est Daladier, radical, qui est président du Conseil. Pour être tout à fait complet, à l'époque, Daladier ne bénéficie plus du soutien des communistes. Les radicaux ont quitté les comités du Front populaire. Et un mois plus tard, d'ailleurs, Daladier est rallié par la droite, et notamment la droite la plus réactionnaire. J'ajoute que le contexte, c'est celui de l'approche de la Seconde Guerre mondiale, Hitler au pouvoir, la guerre civile espagnole. Et à l'époque, lorsqu'on parle de déchéance de nationalité, on pense surtout aux espions et pas aux terroristes. Merci beaucoup, Tam. On va poursuivre le débat avec mes invités. Jannick Ahlami, sur le plan politique, qu'avez-vous retenu de ce débat ? Est-ce que vous pensez que ce débat, dont la forme était très contrainte à 11 candidats, on l'a rappelé, c'était inédit, ça a pu permettre de faire émerger une personnalité ? En tout cas, ça a fait mieux connaître ces petits candidats dont on pense ce qu'on veut, qui sont inutiles, qui perturbent le débat, qui apportent des solutions, ou en tout cas des propositions complètement ubuesques, qui n'empêchent qu'ils existent. Constitutionnellement, ils sont là. Ils représentent entre 5 et 8%, je pense, de l'électorat. Donc à ce titre-là, c'était bien de les avoir, parce que pour eux, c'était un véritable enjeu de connaissance et de reconnaissance. Quant aux plus grands candidats, alors je ne sais pas si on va parler des programmes, des lignes politiques. En tout cas, je pense que sur le plan de l'identité, si je puis dire, des individualités, si tant est qu'il y avait encore des ambiguïtés, des flous, des connaissances approximatives des uns et des autres, ce type de débat, même contraint, mais tout de même assez long dans la durée, a permis de mieux, je pense, pour les téléspectateurs, plus de 6 millions, je crois, de mémoire, très de suivi, mieux camper, c'est pas mal, de mieux camper les personnalités des 5 plus grands dans l'arène. Ouais, d'autant que c'est le seul débat
puisqu'on a appris bien que France 2 renonçait à organiser le débat qui était prévu 3 jours avant le scrutin, le 20 avril. C'était une tribune pour ces petits candidats qui ont eu leur moment de gloire. Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, tout le monde a eu ses 15 minutes de gloire, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'effectivement, il n'a eu que 15 minutes de temps de parole. C'est très warolien. C'est très warolien, chacun a eu son moment. Alors, c'était intéressant parce qu'au fond, les Français avaient envie de cette confrontation à 11. On sent que le casting des 5 principaux candidats ne convainc pas forcément. Il y a beaucoup d'indécis, on sait beaucoup d'abstentionnistes annoncés, donc ils avaient envie de voir tous les candidats. Et puis après tout, tous les candidats étaient qualifiés démocratiquement avec 500 signatures. Dans le cas de Jean Lassalle, c'est même plus de 700 signatures, donc il représente, lui, les communes. D'ailleurs, il a défendu ça sur le plateau, il était venu pour ça en quelque sorte. C'est la politique telle qu'on l'aime. Il y a de la mauvaise foi, il y a des coups bas, il y a des gueulards, il y a des papys qui nous assènent des vérités qui sont très douteuses à partir de faits historiques très anciens dont personne ne se souvient. On l'a vu avec Tam Tranu à l'instant. C'est un repas de famille, en fait. On partage un repas de famille avec eux et au fond c'est pas mal parce qu'on voit effectivement les personnalités. On voit Asselineau prendre le dessus sur Emmanuel Macron à un moment donné, ce qui est incroyable. On voit Emmanuel Macron qui est sauvé par Marine Le Pen à un autre moment qui dit non, il doit débattre avec Dupont-Aignan. Dupont-Aignan qui se dit mais pourquoi Marine Le Pen m'aide ? Enfin c'est assez marrant quoi. Ouais. Voilà. Mais ça rajoute pas un peu de confusion justement ? Non, au contraire, ça aide les Français à faire leur choix. On n'a pas eu de campagne. On n'a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu de thème, il n'y a pas eu de débat sur le fond. On n'a parlé que des affaires et de l'argent de François Fillon. On sort enfin dans autre chose. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et pourtant, les affaires étaient très présentes. Thierry Vedel, qu'avez-vous pensé de ce débat, justement ? C'était pas vraiment un gage de qualité, hein, cette forme 11 candidats, 17 minutes pour s'exprimer. Le format est extrêmement difficile, surtout si on a 11 candidats. Et puis, moi, je crois quand même qu'il va falloir revoir un jour ou l'autre le processus de sélection à la campagne officielle parmi les candidats, parce que le système des parrainages pose quand même quelques problèmes. Et puis ensuite, si on veut avoir un vrai débat, là, on a quoi ? On a quand même la juxtaposition de monologues avec de temps en temps quelques interpellations ou quelques altercations. Donc ça rend difficile quand même l'information. Après, il faut savoir ce qu'on recherche. On a dit 6 millions, plus de 6 millions de téléspectateurs. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à la fois beaucoup par rapport aux audiences habituelles des émissions politiques, qui sont souvent plus proches des 1 million, voire inférieurs, mais c'est aussi peu par rapport à l'ensemble de l'électorat, à 46 millions d'électeurs. Donc ça veut dire 40 millions d'électeurs n'ont pas vu le débat. Et on sait aussi qu'on a affaire à un public plutôt politisé, plus politisé que la moyenne des téléspectateurs en général. Ouais. Erwan Estrohan, est-ce que ça a permis certainement de faire aussi bouger les lignes, notamment chez les indécis qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter au premier tour ? C'est la question qu'on pouvait se poser quand on interrogeait les Français avant le débat. Ils avaient des attentes démocratiques fortes à l'égard de ce débat et des attentes un peu dopées par le fait que maintenant on avait 11 candidats. Donc c'est ce qui apparaissait comme le moment démocratique un peu fort du débat de la campagne. Et ce qui remontait, c'était on veut maintenant que ça dépasse les questions d'alliance, les questions de stratégie politicienne, les questions d'affaires et qu'on aille vraiment sur le fond et qu'on aborde les programmes, qu'on nous donne un peu une vision de l'avenir, qu'on nous rassure sur la capacité à comprendre nos préoccupations. C'est ce qui remontait de nos enquêtes. Dans ce contexte, finalement, il y a eu 2 parties dans le débat. On interrogeait les Français de façon qualitative, en fait, pendant le débat. Et il y a eu deux parties, finalement. Une première partie où c'est les petits qui ont un peu volé la vedette aux gros, et une première moitié du débat où on a découvert, avec curiosité, avec amusement, avec sarcasme, les petits candidats, Philippe Poutou, François Asselineau, Jacques Cheminade. Et une deuxième partie où finalement on s'est recentré sur les gros candidats, et sur la question de leur programme et de leur ligne un peu discordante sur les grandes mesures. Et c'est là où c'est finalement assez intéressant, parce qu'on a vu qu'il y a des lignes qui ont probablement bougé. Aujourd'hui, quand on sonde les Français sur l'impression qu'ils ont à l'issue du débat, c'est-à-dire pour chacun des candidats, est-ce qu'à l'issue du débat, vous en avez une impression plutôt positive, plutôt négative ? Les 3 qui tirent leur épingle du lot, c'est Jean-Luc Mélenchon, devant Emmanuel Macron et devant Philippe Poutou. Alors les 2 premiers, peut-être Mélenchon, parce qu'il devait rassurer... C'était déjà le cas à l'issue du premier débat. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il devait gommer une radicalité, se présidentialiser, et qu'il y a réussi. Peut-être qu'Emmanuel Macron devait rassurer, donner des gages de sa stature de président. Philippe Poutou, c'est peut-être son audace qui l'a fait émerger. En tout cas, on a vraiment ces 3 personnalités-là qui ressortent devant les autres. Après, est-ce que ça va faire bouger les lignes sur le plan électoral ? C'est toujours une question, parce que qui regarde les débats ? Est-ce que ce sont les gens qui sont déjà convaincus ? Parce qu'on sait qu'il y a 38% aujourd'hui des électeurs qui voteront certainement, qui n'ont pas arrêté de choix. Mais est-ce que c'est ces gens-là qui étaient derrière leur poste ? Peut-être avec vous, ça vient confirmer la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon, certainement, ce débat aussi. Sur Jean-Luc Mélenchon, oui, effectivement, c'est une dynamique qui s'imprègne, qui s'enracine, notamment... paradoxalement, depuis l'élection à la primaire de Benoît Hamon, qui a émergé, vous vous souvenez qu'à ce moment-là,
fin janvier, il y a eu une inflexion de la cote de popularité des intentions de vote de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous vous souvenez probablement que Benoît Hamon, comme on dit, a raté le début de sa campagne. Pendant un mois, il a fait surtout ce qu'on lui ne demandait pas de faire, c'est-à-dire les petits arrangements d'appareils politiques. On a vu qu'il avait tenté de tendre la main au Parti communiste, à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a refusé, de faire tous les pas, les petits pas, et finalement l'accord avec les Verts. Donc tout ça, Benoît Hamon en a pâti. Et depuis ce moment-là, la cote de Jean-Luc Mélenchon, pour différentes raisons qu'on peut peut-être décliner, une personnalité qui a du panache, on l'a beaucoup dit, une sorte de fonction tribunicienne, des beaux discours, des citations, en veux-tu, en voilà, qui l'aide, qui le pousse. Et puis aussi, à mon avis, ce qui est très important pour expliquer la pente ascendante de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui-même a changé. Ce n'est plus du tout le révolutionnaire rouge, si je puis dire, qu'il voulait incarner il y a encore 5 ans, ou même il y a encore quelques mois. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Lui-même dit qu'il veut être, et qu'il apparaît, et qu'il veut l'être, cette figure rassurante, voire ce président potentiel apaisant, rassurant. Il a carrément abandonné le concept de lutte des classes pour ouvrir sur une vision de la société plus diverse, en intégrant beaucoup l'écologie dans son programme. Tout ça fait que pour le moment, il a damé le pion. Ça, c'est pratiquement sûr. Après, on peut pas injurier l'avenir. Il a damé le pion au PS, à Benoît Hamon, et qui se retrouve côte à côte avec François Fillon et peut-être Macron dans un temps à venir. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes d'accord? C'est Jean-Luc Mélenchon qui sort une nouvelle fois gagnant de ce débat. On le sait, très à l'aise avec son rôle de tri. Il faut dire que c'est Mélenchon et Le Pen pour moi, parce que les deux, en fait, ce type de débat les aide à se dédiaboliser, parce qu'il y a plus extrême, plus fantasque, plus redoutable qu'eux finalement. Donc ça les recentre, et quelque part ce qui est de frappant, c'est que dans un sondage récent, Jean-Luc Mélenchon est qualifié comme le plus rassurant des hommes politiques finalement, ce qui est quand même très étonnant quand on sait d'où il vient. Donc oui, c'est une bonne opération ce débat. Moi j'ai trouvé que Marine Le Pen était très à l'aise aussi. Au fond, c'est un petit peu inquiétant, parce que les deux candidats qui viennent des positions les plus extrêmes sont ceux qui dominent nettement, physiquement presque, ces débats-là, alors qu'on voit des candidats plus modérés comme Macron, comme Fillon, être très éteints, presque en retrait, et on se demande quel impact de long terme ça peut avoir sur l'électorat. Mais c'est une vraie interrogation sur ces nouveaux formats télévisés qui sont imposés par les gens qui veulent les voir. On a des gens qui sont des candidats modérés qui ne sont pas à l'aise. Donc il va falloir inventer une nouvelle façon, pour eux en tout cas, de faire de la politique. On verra avec le débat du second tour certainement. Thierry Védel, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Marine Le Pen était à l'aise? Certains disent qu'elle était plutôt gênée justement et attaquée. Non, elle a été très mauvaise sur les affaires. Sur les affaires, elle a été exécrable. Oui. Alors, la difficulté toujours, c'est de faire la part entre les évaluations d'experts ou même des téléspectateurs, la façon dont on regarde et dont on perçoit le débat, et puis ensuite les effets que ça va avoir sur les intentions de vote, qui à mon avis sont très très faibles. Je pense que Marine Le Pen va rester à peu près dans les mêmes niveaux d'intention de vote. Et Mélenchon, même s'il est considéré par beaucoup comme un très bon orateur, quelqu'un de très performant lors des débats, il ne va pas dépasser les 20% non plus, ou c'est très très peu probable, même s'il est très efficace lors d'un débat. Il y a une enquête qui a été réalisée par Elab qui est très intéressante aussi, parce qu'elle finalement, elle révèle une certaine contradiction de la part des citoyens en général. On veut à la fois des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous, et en même temps qui ont la stature présidentielle. Alors on aime bien Poutou parce qu'il parle comme nous, et il y avait une question du sondage Elab, c'était est-ce qu'il y a des gens qui pensent comme vous, et Poutou faisait un très bon score, je crois plus de 12%. Et en revanche, est-ce qu'il a la stature présidentielle? Non. Donc à la fois on voit les deux en même temps. On veut des gens qui soient proches de nous, qui nous ressemblent, à la fois qui aient la stature présidentielle et qui soient différents de nous. Erwan Lecent, effectivement, sur les modifications dans les intentions de vote, si on reprend le trio tête que vous évoquiez à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Philippe Poutou, ça peut faire gagner quelques points à Philippe Poutou, mais peut-être pas forcément aux deux premiers? Alors, pour Emmanuel Macron, on peut faire l'hypothèse que ça ne devrait pas changer énormément de choses, à mesure où sa base de soutien dans les intentions de vote n'attendait pas forcément grand-chose de ce débat. Il a des soutiens dans l'opinion qui sont plutôt des gens qui s'intéressent à l'actualité, qui s'intéressent à la politique, qui sont bien intégrés dans la vie économique et sociale. Donc peut-être qu'ils avaient moins d'attentes à l'égard de ce débat. Pour François Fillon, c'est peut-être un peu compliqué. C'était un débat où, normalement, il aurait pu retaper sur Emmanuel Hollande, réindiquer qu'il était le candidat de l'alternance, que l'alternance, elle se ferait
avec François Fillon et avec personne d'autre, et de montrer aussi qu'il avait une stature d'homme d'État. C'est le seul qui a une expérience de 5 ans de l'exécutif. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il n'a peut-être pas réussi à imprimer et qui rendront peut-être un peu difficile D'autant qu'il avait les sur sa route Nicolas Dupont-Aignan aussi. On voyait clairement le match entre François Fillon il a exécuté Dupont-Aignan en parlant de Bayrou, en disant qu'il avait travaillé pour Bayrou, ce qui pour l'électorat de droite est horrible, puisque Bayrou est un traître. En revanche, c'est vrai que Fillon était très éteint pendant le débat, et il n'a pas vraiment attaqué, quoi. Là, pour rebondir sur votre première question, ou votre deuxième question sur l'utilité d'un tel débat, il y a quand même, puisqu'on parle des petits candidats, notamment Dupont-Aignan, ou peut-être même les deux d'extrême gauche, Poutou et Madame Arthaud, ils peuvent avoir grappillé quelques pourcentages, voire quelques décimales, et du coup nuire. Doubler, carrément. Non, je ne dis pas ça. Mais si. Ah bon, c'est possible. Doubler leur Doubler. Pardon, je croyais doubler les grands candidats. Quand on parle de 0,5, forcément. Doubler mathématiquement, pas. Poutou avait fait 0,5. Pas en termes d'automobile. D'accord. Et donc, je termine. Les candidats comme Dupont-Aignan peuvent avoir fait un peu de mal. Soit, on ne sait pas d'ailleurs, soit à Madame Le Pen, soit à Monsieur Fillon. Les deux d'extrême gauche ont pu faire un peu de mal à Monsieur Mélenchon, par exemple, et donc empêcher, freiner, entraver la dynamique de Mélenchon ou de Le Pen, et puis continuer à freiner ou à ajouter aux difficultés de Fillon à passer ses 12 Mélenchon, c'est moins sûr. Il y a une mutation de Mélenchon qui est intéressante. Oui. Il est en train de faire une OPA sur le PS, sur la position du PS en électorat, même sur son discours, qui est complètement hallucinante. C'est-à-dire qu'il arrive à occuper le terrain de la gauche modérée. C'est pour ça qu'il veut être apaisant, rassurant. Il est apaisant, il fait tout pour être apaisant et rassurant, mais s'il réussit, historiquement, d'abord, c'est une claque absolue pour la gauche du gouvernement, et ensuite, ça veut dire qu'il peut dominer ce camp-là, ce qui est intéressant. Bien sûr, sur la gauche du gouvernement et pour le Parti socialiste, même sur son côté de gauche, enfin, sur ce que représente Hamon. Le Parti socialiste, c'est inquiétant pour lui. Oui. Quel impact sur Emmanuel Macron? On le sait maintenant favori dans ce scrutin, et on se disait qu'il allait être la cible de toutes les attaques. Finalement, il a été un peu épargné par ses adversaires hier. Ben oui, c'est un petit peu une bonne stratégie électorale d'attaquer celui qui apparaît comme le favori. Alors ensuite, je crois qu'il y a quelque chose de très important qui va progressivement jouer, qu'on n'a pas vu tellement apparaître dans le débat, un tout petit peu. C'est quand même que l'élection présidentielle, je l'ai déjà dit ici, c'est pas l'élection structurante forcément. Cette fois-ci, ça va être les élections législatives. Et on commence à voir ce débat poindre un petit peu, parce que je crois qu'il va devenir central, et notamment pour Mélenchon. Pour Mélenchon, est-ce qu'il pourrait avoir une majorité de gouvernement pour Emmanuel Macron. Et pour Emmanuel Macron également, et Marine Le Pen également. Oui, enfin pour un peu tout le monde. Pour tout le monde, tout à fait. Sauf Fillon, mais qui aussi ramène ce thème-là, parce que lui, a priori, il est celui qui peut disposer d'une majorité parlementaire. Est-ce que ce débat va conforter, selon vous, Erwan Osran, la position de favori, même s'il la récuse, cette position, Emmanuel Macron? Mais la position de favori d'Emmanuel Macron, elle est moins dans son score d'intention de vote aujourd'hui que dans le fait que François Fillon ne puisse pas le rejoindre. Je pense que c'est là où se situe le vrai match électoral entre ces deux personnalités. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que François Fillon reste sous la barre des 20%, avec une stratégie qui n'est pas la même que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, finalement, on voit que l'offre de gauche, les électeurs de gauche se sont repolarisés vers sa candidature, mais le total Hamon-Mélenchon reste à peu près le même. Donc Jean-Luc Mélenchon doit trouver de nouveaux électeurs. François Fillon, lui, doit faire revenir des électeurs qui sont partis dans un contexte de radicalité de sa ligne. Est-ce que ça le dessert, le débat d'hier? Il a été vraiment au centre de toutes les attaques, on l'a vu. Il n'a pas émergé sur le programme, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que son rebond électoral se fera parce que les électeurs de la droite et du centre font primer leur volonté d'alternance sur leur conviction à l'égard des affaires de François Fillon. Sur François Fillon, je crois qu'il y a une dichotomie entre les appareils, voire les élus, qui restent, en tout cas pour 18, 19, peut-être 20%, extrêmement fidèles à François Fillon, mais que les électeurs potentiels sur le terrain sont terriblement choqués, et eux, soit ils hésitent encore, soit ils ont déjà rallié, pour certains, Marine Le Pen, et pour une part plus importante, Emmanuel Macron. Donc là, je crois qu'au sein des Républicains, il y a vraiment deux
deux parties, quoi. Il y a la tête et les jambes, si je puis dire. C'est ces électeurs qui essayaient d'accrocher Nicolas Dupont-Aignan, d'ailleurs. Oui, il essaye, mais alors le problème, c'est que les électeurs de Fillon, ceux qui ont voté, en tout cas à la primaire, ne sont pas nécessairement ni anti-européens, d'ailleurs c'est l'inverse, ni forcément souverainistes. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment mordre là-dessus, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que si ça arrive de cette façon-là, on va avoir une disparition des deux partis de gouvernement, enfin une entame sur les deux partis de gouvernement. Moi, j'ai du mal à croire à ce Big Bang électoral, mais s'il arrive, on sera dans un autre problème. On ne sera pas forcément dans une solution politique. Il y a beaucoup de gens très enthousiastes à l'idée de ça, c'est qu'on change de paradigme et qu'on passe à un paradigme, on quitte le gauche-droite et on va vers mondialisation-protection. Mondialisation Macron, protection Le Pen. Moi, à titre personnel, ma réserve, c'est de dire qui peut gagner ce match-là. Est-ce que c'est forcément Macron? Je ne suis pas sûr. Voilà. Thierry Vedel, je le disais, France 2 renonce à organiser un second débat. Il n'y aura eu que cette confrontation. Qu'en retenez-vous? Avant le premier tour, oui, parce qu'on aura aussi le débat probablement de l'entre-deux tours. Je crois que Philippe tout à l'heure faisait référence à quelque chose de très intéressant. Il faut penser un renouvellement des formats politiques à la télévision. Je crois qu'on reste scotché un petit peu à cette idée de débat qui pose d'énormes problèmes sur le plan formel. On s'aperçoit aussi que certains candidats se présentent à l'élection présidentielle uniquement pour bénéficier de la tribune télévisuelle et parce qu'à ce moment-là, ils ont plus de temps de parole. Donc il faut repenser tout ça, je crois, puis inventer peut-être de nouvelles formules pour la politique à la télévision. Parce que chacun avait son programme. Cheminade a proposé de construire des planétariums. C'est quand même quelqu'un qui croit aux extraterrestres. Il est extraordinairement cohérent, mais c'est vrai. Est-ce qu'il a sa place dans un débat présidentiel? C'est une vraie question. Eh bien, merci. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, merci Thierry Vedel, merci Erwan Lestrand, merci Janine Calimi d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous et à demain 18h.